Merci tout d'abord aux organisateurs de nous donner l'occasion de traiter de ce panel au sujet très important du développement, de la pérennisation et de la transmission de nos entreprises. À la suite des échanges et des interventions de ce matin, on comprend bien que la dynamique économique actuelle du continent appelle au développement de ces entreprises, à l'émergence de nos champions, mais tout autant à la manière dont on va pouvoir assurer une transition, une transmission réussie de ces entreprises, de ces champions vers les générations futures. À ce titre-là, nous aurons à évoquer un certain nombre de sujets avec les panélistes distingués d'aujourd'hui, et tant du côté de l'entreprise, de leur parcours, de leur trajectoire, de leurs expériences, que du côté finalement des investisseurs. Parce que ce que nous constatons, c'est qu'en miroir des défis et des opportunités concernant cette pérennisation, ce développement et ces transmissions réussies, il y a évidemment un sujet de la gestion du patrimoine, de sa diversification, de rentrer dans ce type de classe d'actifs et de mobiliser une épargne locale grandissante, comme ça a été évoqué ce matin, vers ce type de sujet, ce type d'entreprise, et de pouvoir le faire de manière autonome, souveraine et bien sûr pérenne ici en Afrique. Alors, pour commencer, nous allons peut-être d'abord démarrer sur un certain nombre de sujets qui sont d'abord liés à la phase du développement des entreprises. Parce qu'avant de transmettre, avant de céder et d'assurer cet héritage entrepreneurial, pour le dire ainsi, il faut d'abord développer. Et développer une entreprise, réussir son passage à l'échelle, eh bien, cela n'est pas simple. C'est dans le rêve de beaucoup d'entrepreneurs, femmes et hommes, d'ici et d'ailleurs, mais cela reste un élément complexe. Et donc, à ce titre-là, la première thématique que je vous propose d'aborder, c'est de finalement comprendre ce que sont, quand on dit que ça demande une planification stratégique, une anticipation à long terme, etc., de bâtir ces champions, de quoi parlons-nous exactement? Et donc, quelles sont les décisions stratégiques en matière d'investissement pour croître, pour diversifier ses activités? Quelles sont ces décisions stratégiques qui vous paraissent essentielles dans ces trajectoires de croissance et pour créer les champions d'aujourd'hui et de demain? Et donc pour ce faire, commencer à proposer à certains de nos panélistes d'intervenir, peut-être Élodie, Alexandra et Thierry sur ce volet-là. Je vous en prie. Oui, merci Olivier, bonjour à tous. Merci tout d'abord à CGF et à Dimension pour l'excellente organisation de ce forum auquel j'ai eu la chance l'année dernière d'être invitée, et c'est un honneur pour moi de pouvoir donner ma contribution donc, en tant que notaire. Dans mon activité professionnelle, j'accompagne des clients depuis la création de l'entreprise et en général tout au long de la vie de la société également. On est au contact de nos clients et donc on peut voir à certains moments les grandes décisions qu'ils ont à prendre. La phase de développement dont tu parlais tout à l'heure, Olivier, est déjà une phase où les choses sont déjà bien installées. La société a déjà commencé à prendre ses marques, à générer un certain chiffre d'affaires et est en mesure de se poser la question de passer à une étape suivante, l'étape de la croissance. La première étape pour une structure, c'est la naissance et ensuite il y a la croissance. L'investissement, en tout cas à mon sens, il doit se poser déjà dès le démarrage de la société. Et même d'ailleurs la décision de commencer à petite échelle, de ne pas forcément lourdement investir, et le panel précédent sur le financement l'expliquait bien, toutes les difficultés d'accès bancaire à l'investissement, nous permet de voir que même ne pas investir, c'est aussi une décision stratégique au moment où la société démarre ses activités. Après, je dirais que lorsque la société s'est déjà bien installée et est en capacité, avec ses réserves ou avec son partenaire financier, d'investir,
Pour moi, la question principale, c'est déjà la propriété ou la location de ses outils de production, de son matériel, de ses bâtiments, de ses actifs. Est-ce qu'elle en est propriétaire ou pas? Aller vers, bien entendu, les ressources humaines aussi, hein, qui sont un clé de facteur du développement. Et on en reviendra, je pense, sur les ressources humaines dans le cadre de la transmission, parce que c'est quelque chose de très important. En tout cas, à mon sens, les décisions stratégiques qui se prennent dans cette phase de croissance vont tourner autour de la diversification de ces activités et donc de la détention de ces moyens de production ou de ces domaines dans lesquels la société va évoluer, améliorer ses ressources humaines, décider de se diversifier ou voire même de se spécialiser. Si on a un domaine d'excellence dans lequel la société performe par rapport à ses concurrents, c'est peut-être aussi une meilleure chose pour la société de choisir de manière stratégique de rester une société spécialisée. Alexandra. Merci. Je pense qu'il y a un autre... Voilà, là je pense qu'on m'entend. Merci Olivier et rebonjour à tous. C'est un vrai plaisir pour moi de partager cette tribune avec mes co-panélistes, mais également l'occasion de féliciter CGF pour cette deuxième édition d'un forum très important, je pense, qui est impactant, avec des partages d'expériences qui, nous en sommes convaincus, permettront en tout cas d'avoir un impact fort pour les générations futures. Donc pour revenir sur la question que vous posiez, Olivier, dans les décisions sur le développement, je pense que Élodie l'a dit, il y a certains choix stratégiques d'acquérir, de posséder ou de louer des actifs, mais également d'avoir des alliances stratégiques, parce que ça, bien sûr, ce que ça va demander, c'est déjà une introspective sur le projet, la vision du sponsor, qu'est-ce qu'il veut. Je pense que c'est une question déterminante. À partir du qu'est-ce qu'il veut, c'est avec qui, comment, où, etc. Est-ce qu'on décide juste d'être sur un marché domestique ou est-ce qu'on va aller chercher des relais de croissance à l'extérieur, sur d'autres marchés, hors marché domestique, avec qui on s'allie? Je pense que c'est assez aussi important. Avec qui on s'allie, donc quels sont nos partenaires techniques, quels sont le cercle dont on s'entoure, aussi bien en interne qu'en externe sur l'accompagnement. Et puis après, il y aura effectivement un certain nombre de décisions du comment, donc l'opérationnalisation. Est-ce qu'on le fait tout de suite? Est-ce qu'on le fait par bout, par phase, pour pouvoir digérer un peu la croissance? Et il y a aussi un sujet pour moi qui me paraît essentiel, et c'est vrai que bien souvent, les chefs d'entreprise qu'on a en face de nous, en tout cas au cours de notre carrière, se posent la question, est-ce que je déleste certaines activités? Est-ce que je me recentre? Est-ce que je développe? Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de chocs ou un certain nombre de facteurs exogènes qui ont fait que je suis moins disant que ma concurrence, etc. Et est-ce que donc à partir de ce moment, je dois m'ouvrir sur une alliance en funding? Est-ce que je fais une joint venture? Est-ce que je reste tout seul? Et voilà, donc ce genre de sujets, pour moi, donc, sont des décisions dans le cadre du développement donc, des entreprises. Merci beaucoup, Alexandra. Thierry, que peux-tu compléter au regard de ton expérience? Merci, Olivier, et bonjour à tous. Je pense que Élodie et Alexandra ont beaucoup dit. La planification est importante. Savoir exactement quel type d'activité aujourd'hui on va continuer à développer. Est-ce qu'on reste sur le périmètre initial ou est-ce que pour chercher un peu plus de rentabilité ou améliorer un peu sa marge, on va chercher des activités complémentaires? Ou est-ce que le marché aujourd'hui est saturé et qu'il de l'accompagnement qui est requis. Alors, puisqu'on parle de croissance et de passage à l'échelle, on l'a bien dit, on part souvent d'un existant qui fonctionne et qui se développe. Une des questions qui se pose régulièrement, c'est de voir comment les entreprises
peuvent réussir leur croissance, leur passage à l'échelle, leur innovation, tout en restant fidèles à leurs valeurs de base, à leur culture de base, à leur méthode de base. Et donc, pour nous aider à répondre à cette question, je passe la parole à Sassoum, qui peut-être au travers de l'expérience concrète de la FinTech InTouch, qu'on peut appeler Scale-up peut-être, je ne sais pas si la terminologie est bonne, elle nous dira, voilà, peut-être nous relater les considérations qui sont prises en compte quand une entreprise est amenée à, par exemple, connaître une hypercroissance, un développement sur de nombreux marchés africains à la fois, une démultiplication du management, des moyens, des ambitions très fortes. Voilà, Sassoum. Merci Olivier et merci aussi à CGF pour cette organisation et aux companélistes aussi. Au sein d'InTouch, on fait nos 10 ans cette année d'ailleurs, et on est passé d'une start-up au Sénégal à une entreprise net positive en 10 ans et dans 23 pays. Et ça se résume vite dans une petite phrase, mais en ces 10 ans, on passe par la phase start-up, la phase où on burn beaucoup, avec des défis de croissance qu'il exige. Et on est toujours dans ce défi de croissance accélérée et de croissance agressive obligatoire, parce que nous n'avons que de 10 ans, dans un milieu et dans un écosystème qui est très versatile, où à peu près tous les 6 mois, il y a un bouleversement. Donc au cœur de cette possibilité de scaling, il y a l'humain, les ressources humaines, et le fait, comme vous disiez tout de suite, quand on parle d'un produit, est-ce qu'il y a un marché? C'est qu'en fait, est-ce que ce produit répond à un besoin? Et il y a un questionnement constant. En fait, il y a une remise en question constante. Est-ce que je réponds vraiment à un besoin, tout en ayant des objectifs de croissance assez agressifs? Donc c'est un exercice d'équilibre que nous nous efforçons à faire avec la logique d'avoir une prise de responsabilité de l'ensemble des employés d'InTouch. Et donc, ce qui fait que les décisions sont prises dans une transparence. Et la motivation vient du fait que finalement, les personnes qui font InTouch sont des intrapreneurs. Et donc, l'aventure est la leur aussi. Et ils la construisent avec nous et pour les clients. Je pense que c'est la base, et aussi de ne pas savoir que ce n'est pas impossible. De partir du principe que ça l'est, et plutôt d'être dans une logique de ne pas être satisfait et de toujours se demander quel est le problème que je dois résoudre et comment je peux mieux répondre aux besoins des clients. Mais clairement, ce n'est pas de tout repos et il faut une certaine folie aussi. Une incapacité à ne pas vouloir trouver la solution. Merci. Et on comprend bien qu'il y a une question de transparence, une question d'état d'esprit, une question de momentum. Et voilà, sans vouloir évidemment caricaturer, on peut reconnaître dans tes propos finalement la catégorie des startups du digital, la technologie, comme on le dit. Mais peut-être comme petite question complémentaire pour un peu creuser, est-ce que c'est comme ça que ça avait commencé? Quand InTouch a commencé à 5 personnes, 10 personnes, à partir du Sénégal, avant d'être dans ces 23 pays, voilà. Est-ce que la culture du début est celle qui a prévalu par la suite? Est-ce qu'il y a eu des changements? Si oui, pourquoi ou non? En fait, il y a une volonté de garder cet état d'esprit-là, quelle que soit la taille qu'on atteindra, cet état d'esprit comment ça démarre? On fait un produit, on va chez notre client et on fait une itération, on ne dort pas. Et on fait des itérations tous les jours, on lui montre, il nous fait des feedbacks. Donc on est toujours dans cette logique de construire avec nos clients et pour nos clients. Ça n'a pas changé. Le fait qu'il y a une prise de responsabilité de chacun des employés d'InTouch, quel que soit le niveau, et la conscience de son rôle,
quelle que soit la taille. C'est pour ça que je parle de transparence. Peut-être que dans d'autres propos, je pourrais mieux l'illustrer, mais le fait que toutes les personnes sachent où on est dans la stratégie, où on en est financièrement. Tous les mois, il y a une réunion qu'on appelle le Monthly Business Review, où l'ensemble des collaborateurs voient nos comptes. Où est-ce qu'on est dans la stratégie, où est-ce qu'on est dans les objectifs qu'on s'est fixés au début de l'année, quand on fait nos objectifs. Enfin, il y a une réelle culture de responsabilisation. Tu ne subis pas, tu fais partie du processus de décision et du processus opérationnel. Et donc, partant du Sénégal il y a 10 ans, puis les pays francophones, puis le Kenya, puis le Nigeria, etc., c'est des pays complètement différents, mais il y a une obsession réelle de garder cet état d'esprit de start-up, quelle que soit la taille. Et par définition, une start-up ne sait pas se reposer sur ses lauriers et se questionne constamment. C'est épuisant, ça peut être épuisant si on n'a pas l'habitude, on cherche cette stabilité-là, mais nous, la stabilité, on cherche la stabilité financière et donc le net positif, de créer une entreprise pérenne. Et pour ce faire, dans l'univers dans lequel nous évoluons, il faut garder un esprit start-up. Merci, c'est très clair, cette agilité en continu, cette culture de remise en question pour InTouch et comme garant d'un bon développement et d'une pérennité. Alors, le sujet qui vient souvent en matière de développement, c'est comment est-ce qu'on se finance. Ce matin, le panel précédent a beaucoup parlé des financements qui étaient appropriés ou les témoins selon le stade de développement d'une entreprise et d'un projet. Ici, on parle d'entreprise en phase d'expansion, potentiellement, pour leur pérennisation et avant leur transmission. Quels sont, à ce stade-là, les financements disponibles, les financements adéquats, et peut-être en particulier, puisque c'est un des sujets qui revient beaucoup sur la table, dans cette phase-là, faut-il ou non ouvrir son capital à un tiers et quelles en sont peut-être vos expériences là-dessus. Peut-être commencer par Fabien pour nous parler de sa vision des choses avant de repasser la parole à Alexandra également. Merci Olivier et je remercie d'entrée de jeu CGF Boost de nous avoir invités dans ce panel et de vivre les moments intenses de ce forum. Et je salue également les différents panélistes et vous dire que c'est avec plaisir que je me retrouve avec vous pour partager nos différentes expériences. Et d'entrée de jeu, je voudrais que vous permettiez que je précise certaines statistiques en la matière. Et quand je parle de statistiques, nous savons bien que ce sont les entreprises publiques et les entreprises familiales qui animent la vie économique de nos nations ou de nos économies. Donc, en termes d'entreprise familiale, il y a vraiment là la problématique qui s'impose en termes de pérennité. Et vous savez, selon certaines statistiques définies ou annoncées par la BAD, 60 à 80% des entreprises qui animent l'économie des États. Au-delà de cela, la survie de ces entreprises ne dépasse pas 12% après la 3e génération. Au niveau de notre économie en Afrique, il faut noter que 70% des entreprises familiales disparaissent juste après la 1re génération. Donc, c'est là toute la problématique. Et je veux saluer tous les acteurs qui réfléchissent et qui animent et qui accompagnent ces entreprises pour qu'elles puissent vraiment s'installer dans le temps. En termes de financement, je peux dire que
La vie d'une entreprise se passe sur plusieurs phases. Nous avons la phase, c'est-à-dire le démarrage et la croissance, la maturité, et puis le reste, c'est, comme vous savez bien, à chaque phase, il est associé des types de financement. J'ai un projet et je veux bien mettre en place. Ma première idée, c'est, après avoir, comme moi je conseille toujours à ceux qui sont porteurs de projets, c'est d'abord structurer le projet. Quand je structure le projet, désormais, je value le projet. Après avoir évalué le projet, je regarde maintenant dans ma poche ce que moi-même, en tant que promoteur, je peux apporter par rapport pour la création du projet. C'est bien dit que déjà toutes les études en termes du secteur dans lequel je veux intervenir sont déjà établies. Et après cela, maintenant, comme c'est en phase de démarrage, je regarde autour de moi, ma famille, mes amis, pour voir s'ils peuvent présenter le projet, pour voir s'ils peuvent adhérer à mon projet. S'ils adhèrent à mon projet, je constitue mon capital. Et je le partage, c'est une expérience vivante, c'est l'expérience de Youssier que je suis en train de vous partager comme ça, parce que moi j'ai réussi ça. J'ai réussi ça parce que je suis cofondateur de Youssier et c'est comme ça que j'ai procédé pour pouvoir mener les investisseurs qui pourraient aller avec moi sur ce projet. Maintenant, lorsque je rentre dans la phase, après la phase de démarrage, il y a la phase de croissance tout naturellement. Il faut aller chercher des ressources. On peut regarder là encore un peu au niveau des poches, mais l'idéal, c'est souvent aller vers d'autres institutions pour voir comment les banques qui, dans un premier temps, pour nous financer, le BFR, nous financer les crédits à court terme pour pouvoir accompagner notre développement tout doucement. Après cela, il y a la phase de maturité. Et dans la phase de maturité, là maintenant, c'est là que nous regardons. Nous regardons la phase de maturité, nous regardons, suivant notre stratégie qui définissait déjà notre vision sur le long terme, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il peut arriver qu'on peut aller toujours, je me situe au niveau des entreprises familiales d'abord, il peut arriver qu'on puisse rester toujours au niveau d'une augmentation du capital, ça peut être à coup de vent, une restructuration si vous êtes dans un secteur bien réglementé, une exigence réglementaire. Donc, à ce moment-là, il faut regarder sous quelle forme cela puisse se faire. Et puis, je crois que je vais m'arrêter là en attendant que les autres interviennent et que sur les autres entreprises publiques, on pourra mieux intervenir. Merci. Merci beaucoup, Fabien. Alexandra? À la suite de Fabien, je pense que tout à l'heure, en fait, on a un peu brossé, hein, ça a été un peu couvert, en fait, dans le panel d'avant notamment, sur les solutions de financement qui étaient adéquates en fonction du moment où on se situait. Au démarrage, bien évidemment, je pense qu'il ne faut pas se tromper, il faut être lucide. Pour avoir de la crédibilité, en tout cas pour venir voir un partenaire, il faut déjà montrer qu'on a investi soi-même. Je pense que c'est fondamental pour qu'il y ait plus de crédibilité. Donc au départ, je pense que très souvent, ce que les entreprises font, c'est qu'elles vont aller voir la famille, elles vont aller voir les amis,
Donc ils vont un peu participer de manière un peu informelle au démarrage. On va faire des test and learn, on va faire tourner un certain nombre de modèles, éprouver certaines courbes, en tout cas avoir une courbe de croissance un peu plus mature. Et en général, c'est à ce moment-là qu'on va aller vers la banque en disant, ou vers d'autres solutions. Ça peut être aussi des fonds d'investissement qui vont intervenir pas sur du green, mais plutôt sur on va dire du brown, en disant, OK, vous avez un capital expérience, donc je vais maintenant venir ajouter à ce que vous aviez mis au départ, et donc on va faire grandir l'affaire de cette manière. Et donc on va atteindre à ce moment-là une autre courbe d'apprentissage avec des ajustements sur la stratégie, sur l'opérationnalisation, et donc monter en maturité ou sur le projet. À ce moment-là, donc, il est bien peut-être de regarder effectivement peut-être d'autres moyens de se financer. Ça peut être de l'endettement bancaire, mais pas seulement. Ça peut être aussi une ouverture de capital. Ça peut être également de la dette mezzanine qui va venir se greffer. Ça peut être aussi de la titrisation. Je pense que ça a été couvert tout à l'heure. Ça peut être de l'IPO. Donc, ça va être peut-être un instrument qui est mal connu ici. Nous, on a accompagner aussi pas mal d'entreprises au niveau de Bridge sur de l'émission obligataire sur le marché pour des PME, pas des grosses entreprises, mais grâce à notre structure Bridge Securities, donc notre SGI, on arrive à conseiller les entreprises pour mettre en place aussi d'autres mécanismes de financement que la dette. Parce que la dette, effectivement, on arrive à un moment où les fonds propres peut-être de l'entreprise ou ses fondamentaux ne lui permettent plus de saturer encore plus le ratio d'endettement. Et par ailleurs, au niveau des banques, on a un certain nombre de contraintes avec nos régulateurs qui nous imposent de ne pas financer plus que ce qu'on appelle le single borrower limit. Donc on a un maximum de financement qu'on peut donner. Donc quand on arrive à ces moments, c'est bien d'aller sur peut-être de l'émission obligataire. Ça peut être avec des investisseurs avisés qui commencent à accompagner, mais ça permet d'avoir un track record. Donc ce track record-là ensuite est utilisé et peut être utilisé ensuite pour aller vers une émission plus forte ou une titrisation ou aller après sur de l'entrée en bourse. Donc avoir un volant d'actionnariat qui est donc à ce moment-là cédé aux petits épargnants. Donc ça reste autant de possibilités et bien sûr aussi l'ouverture du capital tout court reste aussi un moyen de se financer sur la trajectoire de la vie de l'entreprise. Merci. On comprend bien qu'il y a une large palette effectivement de solutions et d'instruments qui correspondent à des besoins évolutifs. Maintenant, s'agissant souvent, pas uniquement, mais souvent d'entreprises familiales, lorsqu'on parle de l'ouverture au capital, on se rend quand même bien compte que c'est une question sensible. Il y a un certain nombre d'appréhensions. Et voilà, nous les vivons notamment chez Teranga Capital en tant que capital investisseur. Et donc, ma question est peut-être pour les praticiens et bien sûr aussi Sassoum qui l'a vécu au sein d'InTouch. Qu'est-ce que vous dites à vos clients quand ils vous disent « Ah, je risque de perdre mon entreprise, je risque de perdre ma nature, je risque de perdre mon contrôle, mon ADN, si j'ouvre mon capital à un tiers ». Donc peut-être Élodie et Thierry rapidement, et puis aussi le retour d'expérience de Sassoum. D'accord, merci. Oui, effectivement, c'est ce que je rencontre très souvent lorsque des entreprises familiales souhaitent ouvrir leur capital. Ce sont les principales réticences. Mais il y a des moyens de pouvoir canaliser juridiquement ces craintes. Déjà, tout dépend effectivement de l'offre qui est faite par la personne qui souhaite entrer dans le capital. Donc ça, c'est la négociation du pourcentage de prise de participation. Donc la forme juridique notamment de la société dans laquelle il y aura une prise de capital va être déterminante pour la suite.
une fois que la décision est quand même prise, qu'on a surmonté bien entendu ces épreuves, ces étapes de crainte d'avoir un tiers qui entre dans son capital, on va se poser la question de l'accompagnement juridique et donc de la sécurisation de la manière dont le tiers va rentrer. Le taux de prise de participation va être déterminant, la nature de ce tiers également, parce que si je prends par exemple votre exemple, vous n'avez pas en tant que fonds d'investissement vocation à rester. Donc le chef d'entreprise ou l'entreprise familiale doit comprendre effectivement que c'est quelque chose de temporaire qui est là pour l'aider à monter en compétences, monter sur d'autres marchés, se diversifier, renforcer ses fonds propres et ses capacités. Et après, le fonds doit, à un moment donné, ressortir. Donc c'est vraiment des négociations dans lesquelles on va essayer de rassurer et de trouver les meilleures formules à travers les pactes statutaires. Le type de société compte beaucoup aussi. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec toute structure, donc il faut bien entendu que les personnes soient déjà formalisées, comme on le disait dans les panels précédents, la formalisation est très importante pour pouvoir bien accompagner, bien conseiller, entourer des experts, mais je pense qu'on reviendra sur le rôle de chacun dans ce genre d'opération. Merci Elodie. Je pense que la question, il faut le voir de manière positive et pas avoir un risque de perte de contrôle. La question, c'est plutôt, est-ce que je peux avoir le bon partenaire? De toute façon, à un moment de la vie d'une société, il faut accepter de croître et on ne peut pas croître tout seul. Il y a un moment où on arrive à nos limites. Et la question maintenant, c'est comment on y arrive. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème de partenaires qui peuvent vous accompagner pour développer votre société. Et les fonds d'investissement en sont un. Les banques l'ont dit, ils ne peuvent pas tout capter. Les fonds d'investissement ont aujourd'hui la capacité de drainer cette épargne pour pouvoir l'investir dans des sociétés. La question de la perte de contrôle, c'est un sujet, mais ça peut se gérer. Les pactes d'actionnaires sont là pour tout envisager, discuter un peu des droits et obligations de tout un chacun, discuter aussi de la bonne gouvernance, c'est-à-dire qui a quel droit, qui a aujourd'hui quelle décision stratégique, qui siège au board, qui gère le day-to-day dans la société. Donc ce sont des décisions qui, certes, font peur quand un tiers arrive, mais qui peuvent s'organiser et l'expérience montre que ça marche. Et au-delà, il faut aussi anticiper les questions qui peuvent arriver, c'est-à-dire quand on se marie, malheureusement, peut-être pas dans la vraie vie, mais juridiquement, quand on se marie avec quelqu'un, on pense toujours au divorce. Parce que en passant, il y a peut-être des décisions sur lesquelles ne sont pas alignées. Et donc tout ça, il faut régler ça et ça se gère toujours, ça s'organise dans le pacte. Et au-delà de la perte de contrôle, il faut aussi avoir un point, c'est que les fonds d'investissement n'ont pas vocation à rester à long terme dans une société. Donc la perte de contrôle ou la dilution, elle n'est que, disons, peut-être temporaire. Et à un moment où, dans le cadre du pacte, vous pourriez négocier la possibilité de, bien sûr, récupérer les titres du fonds à sa sortie, même si les fonds n'aiment pas, toujours toute une question de prix, en vrai. Et donc, tout ça s'organise. La perte de contrôle, elle n'existe pas si vous avez un bon conseil, qui vous accompagne dans les négociations et qui vous structure un peu toute la gouvernance, les droits de chacun et surtout les conditions de sortie des fonds d'investissement. Alors, si on prend le cas concret de InTouch, alors il y a clairement la partie fonds propres, puis l'intégration dans le pacte d'un contrôle sur la partie stratégique. Et après, surtout, le choix du type d'investisseur. Pour InTouch, c'est plutôt des investisseurs partenaires stratégiques. En l'occurrence, chez nous, alors on a Worldline, CFAO et Total. Worldline, on l'a choisi comme investisseur parce qu'en termes techniques, ils ont un apport qui nous permet de stabiliser, de pérenniser et d'avoir une plateforme robuste. Total, on l'a choisi parce qu'ils ont un réseau
panafricain sur lequel on peut s'appuyer dans le cadre de notre expansion. Et CFAO, c'est la même chose. Avec eux, c'est aussi un client. Et donc, on leur construit leur solution de paiement. Et donc, en fait, le choix d'investisseurs est aussi important finalement que le choix des ressources humaines. C'est un mariage. Et donc, il faut que l'entrepreneur comprenne qu'en fait, il y a un choix à faire. Et ce n'est pas de l'argent, c'est un appui à la croissance. Et donc, de quoi a besoin l'entreprise pour croître? Dans le cas d'InTouch, quand on est une fintech et qu'on crée des solutions de paiement, clairement, il faut une plateforme robuste et il faut sécuriser la pérennité de l'entreprise en ayant des clients pour qui on peut développer des solutions, avec qui on peut développer des solutions qui ont divers types d'entreprises qui s'appliqueront après à l'ensemble de l'écosystème. C'est le choix d'InTouch et c'est ce qui marche pour InTouch. Une autre entreprise aurait d'autres logiques. Peut-être pour une autre entreprise, c'est plus logique d'avoir un fonds d'investissement qui va venir et leur donner plutôt du capital et leur laisser vraiment totalement le choix de clients, etc. Enfin, tout dépend des besoins. En tout cas, les besoins de InTouch, c'était plutôt de sécuriser ces transactions, parce que dans ce que nous faisons, quand il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas croître. Il faut que nos clients aient confiance en nous. Et donc, on a choisi le numéro 1 en Europe du paiement comme investisseur. Et au départ, on a choisi le client qui avait le plus grand réseau en Afrique pour pouvoir nous assurer que quand on rentre dans un pays, on a déjà un client acquis sur lequel on peut s'appuyer pour créer la structure et avoir d'autres clients. Voilà. Merci. Donc on peut retenir que l'ouverture du capital, c'est d'abord plutôt une affaire de CDD que de CDI. Ensuite, que le cadrage juridique, l'encadrement juridique des accords permet de mitiger certains des risques ou des perceptions de risques. Et puis, enfin et surtout, qu'il s'agit surtout d'aller chercher les bons partenaires, ceux qui apportent à l'entreprise de l'argent, mais au-delà, une valeur ajoutée, et que ceci peut donc très bien se passer. Alors, on reviendra, je propose qu'on revienne un peu plus tard sur les expertises conseils, mais venir maintenant, une fois qu'on a parlé de la phase développement, d'aller vers celle de pérennisation et de transmission. La transmission, comme on le sait, c'est très important, c'est complexe, et on nous parle souvent d'obstacles d'abord, plutôt que d'opportunités, par rapport à la réussite d'une transmission d'entreprise, en particulier familiale. Donc, à ce titre-là, peut-être Alexandra et Élodie, et on reviendra sur les entreprises publiques après, peut-être nous partager là aussi vos expériences avec vos clients, avec vos transactions, avec vos relations sur ce sujet-là, entre guillemets, les obstacles ou les obstacles tels qu'on les imagine. Alexandra. Alors sur les obstacles, il y a beaucoup de sujets. Si on revient sur l'entreprise familiale, je pense que le mot-clé, c'est famille. Surtout dans notre zone, on va dire francophone, mais africaine. On a des réalités socio-culturelles qui sont souvent, il faut le dire de manière très franche, un obstacle. On a des sujets aussi simples que le type de foyer. Est-ce que c'est un foyer monogame ou polygame? C'est un vrai sujet. Moi, si je me souviens, il y a quelques années, le top des 100 entreprises d'il y a 30 ans, il a beaucoup changé entre ces années-là et maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui n'ont pas pu gérer justement ces sujets familiaux complexes dans un environnement socio-culturel qui est également complexe quelquefois. On a également sur la transmission, ce qu'on a vu très souvent, c'est qu'en fait on a une entreprise qui a une bonne croissance, etc. Mais tout va reposer sur un homme clé. L'homme clé, c'est lui qui a la relation avec les partenaires techniques, commerciaux, financiers. C'est lui qui a le monopole de la décision. La décision n'est pas collégiale, il n'y a pas de comité de direction. Il n'y aura pas un conseil d'administration, des administrateurs ou des partenaires techniques qui peuvent apporter un certain nombre donc, je ne vais pas dire de garde-fous, mais en tout cas qui peuvent avoir une indépendance
une neutralité qui va leur permettre de donner du conseil avisé. En dehors de ça, il y a aussi dans le problème de transmission, on va retrouver donc le non-recours à des experts. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'on a une entreprise qui a 300 millions de chiffre d'affaires, va avoir la quasi même organisation que celle qu'elle aura à 30 milliards de chiffre d'affaires. Elle ne va pas également faire la montée en compétences, et ça c'est essentiel, de son capital humain. Donc il n'y aura pas un dimensionnement cohérent et aligné à la vision. Ça, très souvent, on va le retrouver. Et on n'achète pas, par exemple, 5 milliards de produits comme on achèterait 60 milliards. On ne les stocke pas de la même manière, on ne les immobilise pas de la même manière. On ne pilote pas la rentabilité de la même manière lorsqu'on passe d'un niveau A à un niveau A plus 100%. Et très souvent, le fait de ne pas s'entourer d'experts viendra, je pense, dans les obstacles, en plus donc, du cercle familial et du mode de décision de l'entreprise. Si c'est une décision qui est centrée sur une personne, très souvent dans la transmission, on va avoir des ratés très importants. Et il y a des sujets tabous. On ne dit pas à notre famille tout ce qu'on possède. Le patrimoine est dévoilé à moitié. On dit à certains une chose, à d'autres une autre partie. Je vois Elodie qui sourit. Et donc après, ça crée des problèmes. Il y a eu des problèmes d'hérédité très douloureux. Et donc avec des entreprises, bien sûr, qui passent à la trappe et tous leurs salariés perdent au final. Il faut donc recommencer ailleurs. Donc je pense que c'est un certain nombre de sujets, surtout dans notre zone francophone, qui viennent quand même être des obstacles concrets à la transmission et la pérennisation. Merci beaucoup, Alexandra. Élodie, selon ton expérience et ta pratique, y a-t-il des éléments à rajouter? Vaste sujet. Oui, Alexandra a parfaitement raison. Les questions de transmission sont toujours un peu sensibles dans les familles. En fait, tout dépend aussi du contexte. Si on parle d'une transmission à cause de mort, on va dire, enfin, si le chef d'entreprise est décédé et que c'est arrivé soudainement, effectivement, là, il y aura quand même de grosses difficultés, surtout si la gouvernance et la prise de décision est totalement centrée autour du chef d'entreprise. Donc, le deuxième cas, c'est la transmission volontaire, anticipée, qui nécessite de s'organiser, d'anticiper, de voir si cette transmission, elle va se faire soit au profit d'un membre de sa famille, et donc comment faire que ce membre de sa famille soit légitime. Ça aussi, ça peut être à la reprise, ça peut être aussi un obstacle, même dans la famille. Pourquoi choisir tel ou tel plutôt que l'autre? Garantir l'équité dans les respects du futur droit successoral qui s'appliquerait aussi si je favorise mon fils ou ma fille ou mon neveu, faire en sorte que aussi on règle, on soit équitable dans la manière dont ensuite la succession se passe. Donc, quand c'est quelque chose de soudain, en général, effectivement, toute société familiale avec un processus très auto-centré, et l'expérience de la Covid nous l'a montré. On a été en face de dossiers, j'ai été en face de sociétés avec des chefs d'entreprise relativement jeunes, qui n'avaient pas forcément anticipé la suite. Et pour les salariés, il y a toute une période de latence, c'est très compliqué. Les comptes sont bloqués parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule signature, tout est auto-centré. La transmission est beaucoup plus difficile. Donc ça, ce sont vraiment des obstacles de non-anticipation ou de gouvernance, de la manière dont on gère sa gouvernance. On peut prévoir un co-gérant ou dans une SAS avoir au moins un DG qui, si jamais on est indisponible pour quelque raison que ce soit, là encore, pendant la Covid, j'ai connu des gens qui étaient dans le coma pendant 6 mois. Ils n'étaient pas... Voilà, mais il fallait qu'on puisse trouver une solution pour que l'entreprise continue à tourner. Et puis après, on a parlé tout à l'heure des ressources humaines. L'obstacle à une transmission réussie, c'est aussi préparer ses équipes, préparer les ressources humaines à ce qu'il y a une reprise, soit intrafamiliale, soit par
avec l'entrée d'une autre personne, qu'on soit dedans ou pas, parce que la transmission, ça peut être aussi, je continue à rester dans le capital, je suis minoritaire ou j'ai juste un poste d'administrateur, et la direction sera confiée à quelqu'un d'autre, soit un membre de ma famille, soit un tiers. En fait, c'est vraiment un sujet très vaste, mais je pense qu'il faut essayer en tout cas d'anticiper, de lever certains tabous. Progressivement, ça vient. Moi, je le sens dans ma pratique professionnelle. Je rencontre des chefs d'entreprise. En plus, bon, moi, ça fait 18 ans que j'exerce au Sénégal, donc j'ai fait 4 ans d'exercice professionnel à Paris, donc j'ai été très vite mise dans le bain des spécificités, effectivement, des choses. Et de par mon approche, les gens se confient beaucoup plus d'ailleurs à moi, parce qu'ils vont se penser que je n'ai pas forcément d'a priori culturel justement sur certains sujets. Donc je suis le réceptacle de beaucoup de choses, mais on voit effectivement dans ces problématiques des chefs d'entreprise qui ont 70 ans et plus, mais cette réflexion, elle commence vraiment à se faire, je le sens depuis, je crois que notamment la Covid a eu cet effet sur... je reçois beaucoup plus de testaments, beaucoup plus de choses relatives à la transmission des entreprises quand même, donc ça bouge. Merci. Donc on comprend qu'il y a un enjeu principalement d'anticipation, de planification. Alors ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible, et que l'addition d'un tiers de confiance, un ou une, est également quelque chose qui peut aider à surmonter ces obstacles et en faire des cas de réussite. Alors on a beaucoup parlé des entreprises familiales qui forcément sont à l'image de notre tissu économique. Si on passe un moment sur la question de la pérennisation, plutôt que de transmission, alors là, mais d'entreprises publiques. Qu'en est-il? Quelles sont les conditions de succès de vos expériences, Fabien et Thierry? Merci Olivier. Et il faut reconnaître que en ce qui concerne les entreprises publiques et en termes de succès, déjà, il faut indiquer que à l'avènement du marché, à l'avènement de notre marché en 1998, il était assigné aux États de pérenniser les entreprises par des IPO, par des introductions en bourse. Et ceci a très bien commencé. Et nous observons aujourd'hui que quand on fait une statistique sur ce marché, nous avions des États qui battent le record en termes d'introduction en bourse. Nous avons la Côte d'Ivoire qui, depuis lors, envoie ses sociétés publiques, notamment la CIE, Orange dernièrement, et Sodeci, je veux dire, la CIB, Société ivoirienne de banque, et Société Générale de la Côte d'Ivoire, et autant de sociétés que la Côte d'Ivoire met sur le marché. Au-delà de cela, on ne peut pas occulter Sonatel au niveau du Sénégal, qui est un exploit et qui demeure aujourd'hui le champion. Et je veux m'arrêter pour faire un clin d'œil à tous ces acteurs CGR Bourse qui continuent également et aujourd'hui de soutenir ce titre et qui fait la fierté régionale. Et je voudrais également indiquer que à ce moment, et comme c'était indiqué à tous les États, et de faire passer des sociétés à la bourse, aujourd'hui, le Bénin, d'où je viens, a commencé à poser ce pas-là. Et nous sommes en plein IPO sur un fleuron national, un fleuron de l'économie de notre pays, qui est la Loterie nationale du Bénin. Les titres sont en vente, nous sommes en OPV en ce moment, et je voudrais solliciter tout investisseur d'y aller parce que vous connaissez les performances d'une société de ce genre qui est dans le loisir. Et encore,
vous dit que ce secteur est le tout premier sur notre région et sur notre place boursière, et qu'en dehors de cela, c'est la Société de la Française des Jeux qui est une expérience vécue depuis 2019 en France et qui performe bien. En termes de succès, il faut remarquer que toutes ces sociétés aujourd'hui sont performantes sur la place. Il y a la bonne gouvernance, ce qui est très très important pour être en bourse. Il y a l'information à temps réel et non tronquée, je veux dire non tronquée, et la bonne image de ces sociétés. Et ce qui est encore intéressant, une fois qu'on arrive sur ces sociétés et sur ce marché, on arrive à lever des ressources tout facilement pour pouvoir encore investir dans sa maturité, dans son innovation et autres. Donc, c'est autant d'éléments. Quand on regarde et on prend comme succès aujourd'hui, je l'ai cité tantôt, je prends Sonatel. Pour Sonatel aujourd'hui, les fonds levés et lui permettent de devenir régional, de s'implanter dans plusieurs autres pays. Donc c'est un atout. Quand on prend la BOA, qui est aussi un groupe qui a fait introduire toutes ces filiales, il y a un rapport de la BRVM qui a indiqué que la BOA a une performance de 20% et les résultats et les ressources levées lui ont permis de se renforcer dans la zone UEMOA. Je veux indiquer que la performance également de ces sociétés sur la BRVM et dans notre région, toutes ces sociétés ont en moyenne une croissance d'au moins 8%. Donc, voyez l'importance de l'introduction en bourse. Quand une société arrive en bourse, je peux vous dire que c'est le respect des exigences réglementaires. Il n'y a pas de l'à peu près. Et pour y arriver, on travaille, on respecte toutes les conditions. Et ces conditions, je crois quand même que les notes d'information, les structurations, ceux qui font ces structurations pour accompagner ces sociétés, se respectent rigoureusement les exigences de notre marché, qui est un marché très contrôlé. Un marché très contrôlé, il n'y a pas de l'à peu près. Et tenez-vous tranquille, depuis l'évolution de notre marché, nous n'avons jamais connu des structures, par exemple, qui ont fait défaut en termes de défaillance. Au contraire, quand elles vont pour les notations au niveau de Bloomfield ou de Wara, c'est toujours de très bonnes notations qui leur permettent encore d'aller lever davantage de ressources. Donc je crois que c'est ce que je peux apporter comme précision. Thierry ? Merci Olivier. Je pense que la pérennisation d'une entreprise publique, elle passe par un maître mot qui est la stabilité et la cohérence dans les politiques publiques. Une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, a besoin d'une vision long terme. Et là, vraiment, il faut un appel à nos politiciens. Le changement de vision assez permanent n'aide pas nos entreprises publiques à se projeter sur le long terme. Ça, c'est vraiment un point capital, une stabilité et une cohérence dans les décisions qui sont prises pour les entreprises publiques. La deuxième chose, c'est avoir une bonne gouvernance. La gouvernance, ça passe par avoir un conseil d'administration fort, qui sait prendre des décisions avec des membres indépendants, parce que il y a la coloration politique dans une entreprise publique, mais aussi il faut toujours garder à l'esprit qu'une entreprise publique ou privée, elle est appelée à faire des bénéfices et autres.
Donc les politiques publiques, elles sont importantes, mais il ne faut pas non plus qu'elles prennent le dessus sur la rentabilité future ou la rentabilité de la société. Donc ça, c'est vraiment deux points très importants. C'est cohérence dans les politiques publiques pour permettre à nos entreprises publiques d'avoir cette vision long terme. Une bonne gouvernance avec notamment des membres indépendants dans les entreprises. Et 3, surtout, arriver à avoir une certaine autonomie financière de nos entreprises publiques qui peuvent passer par aussi une ouverture du capital, notamment des prêts ou autres. Les budgets de nos États, on les voit, sont de plus en plus contraints. Peut-être qu'il y a des arbitrages à faire au niveau de ces sujets. Merci. Alors, on peut certainement se réjouir de savoir qu'il y ait des entreprises publiques qui puissent avoir accès au marché de cette manière-là, se conformer à ces exigences de reporting, de transparence, de bonne gouvernance. Maintenant, si on revient à la catégorie PME ou PME vers des entreprises de taille intermédiaire, est-ce vraiment accessible? On sait bien que la BRVM, par exemple, est en train de développer son compartiment PME, le 3e compartiment, si je ne me trompe pas. Mais voilà, est-ce que ça va être possible? Est-ce que ceci doit gagner à être vu positivement comme un moyen d'assurer capitalistiquement un aspect de pérennisation ou transmission? Faut-il plutôt envisager ou privilégier les alliances stratégiques qui ont été mentionnées au début? Qu'en pensez-vous? Quels sont vos éléments d'expérience là-dessus? À nouveau, Fabien et peut-être Élodie. Merci Olivier. Et les PME, pour vous dire tout, les PME constituent la problématique à tous les niveaux, que ce soit au niveau des banques, comme au niveau du marché, constituent une véritable problématique pour leur apporter des solutions de financement. Et je ne vais pas empiéter sur le champ d'Alessandra, mais ce que je sais, tous les acteurs de l'écosystème, je vais commencer par la Banque centrale, qui aujourd'hui traite de ce problème en initiant des programmes pour accompagner les PME en termes d'octroi de ressources pour le financement de leur activité. Et nous avons également des projets qui viennent en appui. Nous avons également au niveau de la BRVM, qui est le levier vraiment de ce marché pour assurer la pérennité des entreprises, qui aussi a initié des projets. Je veux nommer le programme BRVM Elite, qui, pendant près de 3 ans, a renforcé la gouvernance des entreprises PME et PMI pour qu'à l'arrivée, elles soient introduites en bourse pour trouver des ressources. C'est-à-dire la gouvernance, nous avons parlé de la gouvernance. Cette gouvernance, d'abord, stipule que le capital social soit ouvert. Et la BRVM a pris quand même des conditions pour protéger ce capital social. Ce capital social de l'ordre de 15% sur le flottant pour être introduit en bourse, par exemple. Donc, tout le processus de formation a été donné à ces promoteurs d'entreprises et un certain nombre ont été sélectionnés. Et la suite, peut-être, nous n'avons pas encore eu d'introduction en bourse en compartiment. Mais nous gardons espoir que d'une manière ou d'une autre, ce compartiment doit pouvoir quand même être animé pour permettre à ces entreprises
pour trouver des ressources longues pour le financement de leur activité. Je veux également saluer les acteurs. Il y a des acteurs qui aussi travaillent dans ce sens pour accompagner, parce que la gouvernance, la compréhension, je dirais, de la gouvernance des PME, c'est une vraie problématique. Nous, au niveau de UCA, nous avons créé un creuset que nous avons intitulé UCA entrepreneurial, qui essaie de regrouper des acteurs, des chefs d'entreprise, pour leur parler des opportunités, leur parler de comment la gouvernance comment ils peuvent arriver à pouvoir pérenniser leur entreprise à travers un certain nombre de comportements, à travers un certain nombre de formations pour aller vers le marché et profiter des opportunités de ce marché. Et quand on parle d'opportunités, il y en a, c'est inouï. Merci Olivier. J'entends souvent les chefs d'entreprise dire qu'ils se sentent seuls. Et en fait, moi je leur dis que non, vous n'êtes pas seuls, vous avez vos conseils. Mais effectivement, il faut rendre accessible, il faut communiquer sur l'ensemble des initiatives qui sont prises à travers les incubateurs, à travers toutes les structures qui accompagnent les entrepreneurs, les PME. Il y a beaucoup d'initiatives, en tout cas au Sénégal, que ce soit à Dakar ou dans les régions, qui accompagnent les jeunes start-up et les sociétés en croissance. Mais parfois, je pense que c'est peut-être l'accès à l'information et à savoir où chercher, où ce n'est pas forcément évident pour justement quelqu'un qui fait tous les jobs en même temps, qui est dans l'opérationnel, qui gère son salarié, qui gère ses factures et qui du coup se sent seul alors qu'il y a des choses qui existent, mais il faut les rendre accessibles facilement par une bonne communication aussi. Donc, merci. On comprend donc que ces solutions qui sont en cours d'élaboration, elles existent, que les chefs d'entreprise, elles et ils ne sont pas complètement seuls, qu'il y a un enjeu évidemment d'information, pour ne pas dire de formation et de préparation, si on fait référence à ce programme Élite qui a effectivement accompagné quelques dizaines même, je pense, si je me souviens bien, d'entreprises à l'accès à ce compartiment, et ce qui est une manière de dire que, comme nous le dit Fabien, résolument, oui, la bourse, l'introduction en bourse doit faire rêver, doit pouvoir faire rêver les entrepreneurs et entreprises, PME, ETI et notamment familiales. Un aspect sur lequel on souhaiterait revenir, tout à l'heure Alexandra, à l'entame de ses propos sur la question des obstacles, a mentionné cette dimension socioculturelle qui existe dans toutes les contrées du monde et s'exprime de manière différente, évidemment chaque fois, de manière très locale. On comprend que c'est un obstacle, on comprend qu'il y a des solutions. Peut-être, Sassoum, pourrais-tu nous dire, dans le cas spécifique d'InTouch, de voir comment vous avez pu adopter une tournure finalement très positive à cela et que cette dimension culturelle, socio-culturelle, ait pu être appréhendée de manière si positive. Oui, c'est bon. En ce qui concerne InTouch, je pense il y a plusieurs points qu'on a eus pendant ce panel qui finalement viennent converger vers celui-ci. Cette notion de vision fait que finalement on crée une culture d'entreprise. Et quand tout le monde dans une entreprise peut adhérer à une vision parce qu'ils sont embarqués dans cette vision et peuvent s'identifier à cette vision, surtout dans notre cas, on a des filiales dans 16 pays. On est présent dans 23, mais on a des filiales et des équipes dans 16 pays. Et il me semble, la dernière fois qu'on a compté, je pense qu'on a 40 nationalités différentes
au niveau de InTouch. Après, finalement, ce qu'on met en avant, c'est la vision et la culture de l'entreprise. Et après, au niveau local, on adapte finalement chaque pays, chaque filiale adapte et crée sa microculture. Mais ce qui est au-dessus de tout ça, c'est qu'il faut que l'ensemble des employés de InTouch, qui soient vus comme des individus et des êtres humains, et que ces individus-là adhèrent à la vision et à la culture de l'entreprise, qui est une culture qui peut paraître assez dure quand on n'y adhère pas. C'est la culture du travail, l'excellence, la rigueur, le résultat. Et ceux finalement qui n'arrivent pas à adhérer à ce socle commun, en général partent d'eux-mêmes. Il faut que la culture de l'entreprise soit tellement forte que ceux qui n'arrivent pas à y adhérer partent d'eux-mêmes quelque part. Pas parce que c'est ce qu'on souhaite, mais parce que c'est plus important que les personnes s'y ressentent et puissent y adhérer. C'est le plus important. Et donc, je parlais tout à l'heure du MBR, le fait que tous les mois, l'ensemble des managers et même tout le monde peut venir, participe à une grande messe qui est qu'est-ce qu'on a fait ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe dans chaque pays. Il y a aussi, côté RH, quand il y a une naissance, on l'annonce. Quand il y a un décès, on l'annonce. Quand il y a un mariage, on l'annonce. Donc, il faut que le salarié d'InTouch comprenne qu'en tant qu'être humain, il est important, mais qu'il contribue à une vision et une culture générale, et qu'il y adhère et qu'il y contribue vraiment. Ça c'est le premier point. En tout cas, en ce qui concerne comment on le gère au niveau d'InTouch concrètement, comment on gère les différentes cultures. On laisse une assez grande autonomie aux différentes filiales, mais il y a quand même un socle commun qui est une culture qui est autour de la performance, de la rigueur et du travail, de la bienveillance aussi. Il y a une culture de porte ouverte. Dans tous les bureaux d'InTouch, il n'y a que du verre, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de porte solide, il y a que c'est pour que tout le monde sache que nous sommes tous ensemble et que ce soit les directeurs ou autres, tous les directeurs, nos WhatsApp sont disponibles pour tout l'ensemble des employés. Ils peuvent nous parler directement. Et donc, c'est faire en sorte que chaque personne ait vraiment la conviction qu'il porte lui-même l'entreprise et qu'il y contribue de manière concrète, à tous les niveaux. La personne qui est à la porte, si elle ne fait pas en sorte que les personnes badge et qu'on identifie qui rentre dans nos locaux, il sait que s'il ne le fait pas, que la sécurité est importante dans ce qu'on fait. On a des données transactionnelles, donc il ne faut pas que n'importe qui rentre. Donc il faut que la personne qui est à la porte se rende compte que lui, il est en train de protéger les salariés et les clients d'InTouch. Il n'est pas un gardien. Il protège la sécurité des clients et des employés d'InTouch. Donc tout est une question aussi de message. Mais que chaque personne, finalement l'individu, c'est pas qu'il s'efface, mais l'ego se met de côté au service de la vision. Un des points forts dans notre culture, c'est l'ego. On a une culture où l'ego est très fort. L'individu, pas forcément, mais l'ego, oui. Parce que la fierté et le respect, c'est fondamental dans la culture africaine. Quand un Africain se sent qu'on lui manque de respect, c'est impossible d'avancer. Et donc, à partir du moment où même le gardien comprend qu'on le respecte parce que ce qu'il contribue est important, il est plus à même d'adhérer à la vision et à la stratégie. Et donc, en gros, c'est pour que les différences socioculturelles ou les contraintes socioculturelles ne soient pas prises comme des contraintes, il faut que l'individu comprenne qu'il est important, mais qu'il est au service d'une idée et d'une vision ou de quelque chose de plus important que lui-même. Merci Sassou, mais on comprend bien au travers de ces explications, illustrations assez vives et détaillées que cette culture d'entreprise n'est pas l'occasion de perdre ses valeurs ou son identité culturelle, bien au contraire, mais que ceci est un socle et permet d'ailleurs de faciliter la question de la pérennité de la transmission, puisqu'il ne s'agit plus à ce moment-là que de dire est-ce que c'est l'héritage du fondateur ou des personnes du début, etc. Mais
entre guillemets, cette culture porte l'entreprise, porte sa vision et va au-delà. Alors, pour terminer, ou presque, nous avons pu parcourir un ensemble de questions, de défis, d'obstacles. Maintenant, le point d'arrivée, peut-être pour nos panélistes, est de voir et de comprendre en synthèse avec eux, au travers de tout ce chemin, allant du développement, pérennisation, transmission, quelles sont finalement les expertises et le rôle des experts, les expertises les plus importantes pour pouvoir assurer à nouveau la réussite de ces transmissions. Et peut-être commencer par Alexandra pour nous faire part de ses vues. Merci, merci Olivier. Donc, sur les expertises, je pense que ce qu'on est en train de dire, c'est que si on veut transmettre, si on veut pérenniser, effectivement, il va falloir déjà travailler les fondations. Et donc, il faut avoir des experts au départ même de la vision. Très souvent, ce qu'on voit, c'est que l'entrepreneur va créer et ensuite va recourir à un expert après. Mais je pense que l'expert, il faut, dans la mesure du possible, l'amener beaucoup plus tôt dans la vie de l'entreprise. Ça permet déjà d'optimiser, ce qui est vraiment des choix stratégiques qui vont dépendre du business plan qui a été présenté, de la manière dont il est challengé, de qui l'a challengé. S'il est challengé par les amis, la famille, qui n'ont pas d'expertise, ça va partir d'expériences peut-être non probantes, finalement. L'intuitif marche, mais ça ne marche pas tout le temps. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'associer les conseils de bons experts qui vont venir déjà challenger le business plan, regarder quelle est la vision. Et la vision, ce n'est pas du 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est vraiment, si je reprends le cas de InTouch, je veux dire, pour moi, ça a été très fort, et sans revenir sur le cas de Sassoum, mais ça a été très fort tout de suite de s'allier avec Total. Parce que tout de suite, on voit le footprint Afrique qui est visé. Et je pense que dans la tête de Oumar Cissé et des cofondateurs à l'époque, c'est certainement très clair de où est-ce qu'il veut venir. Il veut venir sur un footprint qui est régional. Et donc, il a besoin d'alliances stratégiques qui va lui permettre d'avoir un modèle de couverture de distribution qui est en phase avec ce qui est attendu. Dans les experts, il y a aussi tout ce qui est, pour moi, fiscaliste, légaliste. On parlait tout à l'heure des fonds d'investissement, du private equity. Lorsqu'on a un fonds d'investissement qui arrive, et ces fonds d'investissement-là, ils vont rechercher en général des vraies compétences. Hein. On a besoin vraiment de quelqu'un qui sait lire les pactes d'actionnaires, qui sait lire vraiment de la documentation très complexe quelquefois, et également qui va pouvoir regarder quel est le TRI qui est attendu, quel est le modèle de sortie, si c'est des quasi-fonds propres, etc., la convertibilité. Ce n'est pas des choses qu'on va aller lire sur Google ou regarder de manière intuitive. Il va falloir vraiment s'associer là aussi, l'expertise donc légale, juridique. Il y a des cabinets d'avocats qui sont compétents. On a de plus en plus également de personnes de la diaspora, d'experts de la diaspora qui rentrent pour former, pour accompagner les entreprises, comme c'est le cas de Thierry, sans lui faire de la publicité. Mais enfin, en tout cas, qui ont la capacité technique pour accompagner. Ensuite, il y a bien sûr les alliances techniques. Elles sont inévitables. Elles permettent aussi de bénéficier de la recherche et développement. Dans nos entreprises, on n'a pas de recherche et développement. En général, ça va être là aussi beaucoup soit du mimétisme, soit je pense que ça ferait bien de rajouter tel ou tel élément. Après, bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. Fort heureusement, il y a certaines entreprises qui n'hésitent pas à aller dans les différents forats, séminaires, les foires, les salons, dans le monde entier pour aller s'associer, donc justement, et s'attacher les skills techniques. Donc ça, c'est un point également. Sur l'expertise, ça va être aussi pour le capital humain. Le capital humain, c'est fondamental. On peut avoir tout l'argent du monde.
si on n'a pas quelqu'un pour transmettre une culture d'entreprise, pour véhiculer donc cette culture, pour veiller à ce qu'il y ait un bien-être aussi collaboratif, parce que ça c'est fondamental. On va se retrouver très rapidement avec une courbe de rendement qui est complètement différente de celle qu'on avait projetée. Ce n'est pas l'outil qui est problématique, ce n'est pas le funding qui a manqué, mais ce sera peut-être l'homme. Parce que l'humain, il est central. Et très souvent, nos entreprises vont peut-être pas prendre cette dimension-là de manière assez conséquente. Donc je pense que ça m'est revenu largement dessus par rapport à l'expérience de InTouch. Mais également donc l'adéquation des fonds propres. Donc quel est qui nous accompagne sur la partie financière? On a eu, nous dans notre vécu par exemple, un peu plus récemment, peut-être l'année dernière, une entreprise qui est venue nous parler de sa vision, de ses réalisations, de ses projections. On avait l'impression qu'on parlait à un confrère. On nous parlait KPI, on nous parlait ratio, on nous parlait fonds propres, on nous parlait ratio d'endettement. Pourquoi? Parce que cette entreprise-là est allée s'attacher donc les services d'un conseil financier vraiment très pointu, mais également des fonds d'investissement qui ont pu lui rapporter autre chose que sa connaissance peut-être technico-agro-industrielle, parce que c'était une agro-industrie. Donc il nous parlait de son business plan. Bien sûr tout ce qui est fiscal, parce qu'on a quelques cas où la fiscalité rattrape le projet d'entreprise, rattrape la projection. Donc je pense que c'est des experts aussi, et puis la stratégie et le pilotage. La stratégie et le pilotage sont clés. Tout à l'heure, on en a parlé. Quand il y a des courbes qui dévient, il va falloir qu'on ait en interne ou en externe la capacité de l'identifier, avec des administrateurs indépendants peut-être ou des experts techniques qui vont venir nous alerter. Puis nous donner aussi les tendances du marché. Les tendances du marché, c'est essentiel, aussi bien notre marché natif que notre marché peut-être géographique, les frontières juste à côté, ou alors même, on a eu quelques cas où on a eu des exportations hors même Afrique. Et donc tout ça va favoriser l'absence d'asymétrie d'information et la synchronisation de l'ensemble des ressources. Donc ces experts-là, ils sont clés pour pouvoir en tout cas faire grandir, continuer à faire grandir dans la pérennité et transmettre avec les notaires, les avocats, les fiscalistes. C'est pas du luxe, c'est vraiment pas du luxe. Et avoir les financiers qu'il faut. On a beaucoup d'entreprises qui ont pris trop de financement parce qu'elles avaient l'impression que c'est ce qui était attendu. Et c'est vrai que quelquefois, on va tomber sur des banquiers qui vont dire « Non, 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 allez-y, on peut vous donner ». Mais on ne prend pas forcément tous les financements qui sont disponibles. Il faut regarder vraiment quelle est la cohérence avec le projet, avec sa vision et ses aspirations et avec la pérennité de l'entreprise. Donc voilà Olivier pour moi. Merci beaucoup pour ce panorama très complet. Alexandra, Fabien, quelque chose à rajouter? Allô, le maître de cérémonie intervient. Pour Olivier, je crains que nous n'ayons plus assez de temps. On est déjà à moins 10 minutes. Non, c'est ça, non, plus, c'est ça, 10 minutes et plus. Donc voilà, je vous redonne la parole. Ouais, voilà, voilà. Merci. Donc très rapidement. Ok, merci Fabien, Olivier. Je peux vous dire que Alexandre a développé tous les aspects possibles et en rajouter, je ne trouve pas de point. Mais je veux juste rassurer, en ce qui nous concerne en tant que conseillers, il n'y a pas le recours à l'expertise est non négociable quand nous on est en partenariat avec un client. Le recours, je dis bien le recours à l'expertise, parce que je suppose que vous êtes dans un domaine donné et quand vous voulez développer votre activité, les autres aspects, vous devrez savoir pour ne pas faire du surplace et mitiger les risques qui peuvent vraiment encourir pendant votre activité. Je compte tenu du temps, je m'arrête là. Merci. Sassoum,
quelque chose à rajouter en quelques mots pour nos panélistes sur ces questions d'accompagnement et d'expertise? Au fur et à mesure de notre développement à différents stades, on a fait forcément appel à des cabinets de conseil. Parce que la vision est là, mais elle doit être ajustée. Et comme l'a si bien dit Alexandra, il y a la nécessité d'avoir une vue au-delà de son microcosme. Parce que quand tu y es, tu es enfermé dans ta bulle et dans ta vision. Et les experts te permettent de voir, de lever la tête et de voir plus haut et plus loin. On fait appel à des cabinets pour mieux structurer notre stratégie. On fait appel à des cabinets en ce qui concerne à un moment, quand on regardait est-ce qu'on va aller plutôt sur de l'emprunt ou on va continuer à faire de l'augmentation de capital, pourquoi, etc. Il y a des choix et des moments stratégiques où on a besoin de l'accompagnement de cabinets pour prendre une décision éduquée et étayée par des faits et du knowledge et des chiffres. Parce qu'on ne peut pas naviguer juste avec ses propres idées. On est enfermé quelque part dans un bateau quand on est dans une aventure comme la nôtre. Le quotidien et la vision, il faut quand même qu'on soit challengé. Et l'avantage des experts, c'est qu'ils te posent des questions pour te remettre en question. Pour être sûr que ce que tu fais est toujours cohérent, il faut un regard extérieur qui te permet de poser des questions que tu ne te poses pas. Et donc oui, à peu près tous les 2 ans. Et aussi, on fait appel à des experts extérieurs pour nous auditer, volontairement, pour voir les trous qu'on ne voit pas. Voilà. Thierry? Je pense que tout a été dit. Le maître mot, c'est vraiment s'entourer d'experts. Très bien. Merci. Élodie? Oui, surtout dans les cadres de dossiers de transmission et de transmission d'une entreprise familiale notamment. Je crois aujourd'hui que nos professions doivent absolument travailler ensemble. Nos expertises sont très complémentaires. Quand j'ai un dossier similaire, je ne l'aborde pas seul. Je l'aborde avec l'expert comptable, le fiscaliste, l'avocat d'affaires. Bon, j'ai aussi un background dans un cabinet d'avocats, donc ça aide aussi, et c'est indispensable. Bon, Thierry et moi, on est un exemple d'interprofessionnalité réussie. On a eu à travailler sur une opération ensemble, et je pense que les experts sont des compétences tout à fait complémentaires, et que ce n'est qu'un plus pour que le dossier soit réussi, pour le client en tout cas. Merci. C'est l'occasion alors aisée pour moi de remercier justement tous les experts à ce panel, toutes les personnes qui ont témoigné, contribué. Merci encore à CGF et à Dimension de nous avoir donné l'occasion de traiter ce sujet. Et voilà, sans plus attendre, parole rendue à Stéphane, notre MC.